orientée vers la présidentielle, celle du 12 octobre, en tout cas le rendez-vous du vote, et qui ne s'est pas encore refermé ce processus électoral. La Commission nationale de recensement général des votes a été constituée hier et va se mettre à pied d'œuvre après les étapes connues, après le bureau de vote, les commissions communales, commissions départementales. Eh bien, la Commission générale de recensement des votes a été mise sur pied, c'est depuis hier, pour indiquer justement qu'on se rapproche de la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Sauf qu'entre-temps, quelques incidents sont enregistrés. À Douala 5e, c'était hier. À Tchang, également dans la région de l'Ouest, on a connu des cas de bâtiments, édifices publics incendiés par des manifestants. Quelques-uns ont été interpellés par les forces de maintien de l'ordre de ce côté. Mais comme hier et avant-hier, nous restons toujours focus sur les mesures d'apaisement et la question qui va être posée à nos invités ce soir. Quelles peuvent être les clés pour assurer l'apaisement durant le reste de ce processus électoral? Ils vont répondre et partager avec nous ces moments d'échange, comme tous les soirs sur votre chaîne de télévision, avec le même esprit, celui de partage. Un sourire n'est pas interdit, et comme notre slogan le dit désormais, il y a un avant, il y a pendant, il y a après élection, mais dans tout cela, il y a une vie et qui se poursuit dans notre pays. Accueillons le docteur Fridolin Nké, qui est un philosophe qu'on ne présente plus, un acteur politique qu'on ne présente plus également. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Zé, bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes frères qui sont sur le plateau, bonsoir à mes compatriotes à travers le monde et ici à l'intérieur du pays. Alors, quelles sont vos impressions, qu'on va le dire trivialement, après le vote de dimanche dernier? Est-ce qu'il y a déjà quelques premières leçons à tirer? Bon, la première leçon à tirer, c'est déjà mon engagement aux côtés du président de la République. Beaucoup de gens n'ont pas compris, c'était vraiment... les gens n'en reviennent pas. C'est un fait majeur de cette élection, on ne s'y attendait pas. Absolument. Donc je dois dire aux gens rapidement que c'est le premier enseignement. En fait, ce n'est pas mon engagement aux côtés du président de la République et non aux côtés du RDPC. Aux côtés du président de la République, s'explique pas par une sorte de reniement de ma pensée, pas par une sorte de parjure, mais c'est un engagement contextuel qui n'est pas partisan. Contextuel parce que, vu les enjeux, vu les risques, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai eu le temps de voir les acteurs, de cohabiter un peu avec ces acteurs-là et de tirer des conclusions. Donc, l'autre fait majeur, c'est quoi? C'est que d'après mes propres analyses, bon, ça c'est à titre personnel, et mes recherches sur le terrain, parce que j'ai décidé d'être vraiment engagé à tous les niveaux. Je ne donne pas les prévisions, hein, mais je me dis les premières images, les premières tendances à mon niveau donnent le président vainqueur, et malgré la manipulation de l'opinion qui fait rage. Nous sommes en pleine guerre psychologique et c'est un fait majeur. Je suis en mesure de vous dire ce soir que après avoir discuté avec beaucoup d'acteurs, après avoir moi-même mis sur pied à partir d'une dynamique où j'ai mis ensemble des acteurs de la société civile et des intellectuels, nous pouvons dire que c'est vrai, vu les résultats, et je vais le dire maintenant tout à l'heure quand on va entrer dans l'analyse même de la situation, on a des problèmes sérieux avec notre candidat. On a des problèmes sérieux et on doit tirer des leçons. On lui a déroulé le tapis rouge partout. Non, non, non. On a des vrais problèmes. Endroits où on pensait que c'était, pour utiliser une expression chez RDPC, le socle granitique. Oui. C'est pourquoi je vais dire mes 4 vérités au président ce soir. C'est important de dire ces 4 vérités. Nous rappelons que nous n'avons pas la prétention ni le droit de proclamer les résultats de cette élection. On ne va pas faire comme quelqu'un qui l'a fait et qui commence, ça suscite beaucoup de réactions. Vous dites justement que premier renseignement, votre engagement derrière le candidat BIA et non derrière le RDPC. Deuxième enseignement, au regard des éléments que vous avez l'impression justement que votre choix est en train d'aller vers... Les convictions, ce n'est pas des convictions. Et c'est là où on doit interpeller le président de la République, parce que là, les choses peuvent déraper en fonction de l'usage de la force publique. Et nous devons l'interpeller ce soir sur les dérapages qu'un ensemble d'acteurs à ses côtés entretiennent, un ensemble de dérapages. Et il est question pour nous
de rappeler les fondamentaux. Parce que, vous savez, la philosophie, c'est pas seulement une mascarade pour la métaphysique. Donc, le philosophe, c'est aussi un penseur, c'est aussi celui qui est comme le conseiller des princes. Il n'est pas seulement question parce que les gens ont cru que la philosophie est critique, un exercice critique, c'est-à-dire qu'on doit critiquer, on doit critiquer, mais à ce niveau précis, on doit être, lorsque les institutions sont menacées, lorsque les institutions sont envahies par une horde d'intolérants, par une horde de fanatiques, par une horde d'extrémistes qui veulent se venger, on doit prendre sur nous de défendre cette institution, parce qu'en fait, la pensée est mère de la République, et la République sécurise la pensée. Merci Fridolin d'être des nôtres. Maître Paul-Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants de cette soirée, bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi, n'est-ce pas, de venir sur ce plateau que j'ai toujours aimé et adulé, et je pense que nous allons passer de très bons moments ce soir. Vos premiers enseignements au sortir des urnes dimanche dernier, c'est lesquels? Alors Jean-Jacques, je vais être froid dans l'analyse parce que n'appartenant pas à un quelconque parti politique, je pense que l'élection s'est déroulée et je me réjouis de l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, à savoir qu'il y a une vie. Un avant, un pendant et un après élection présidentielle, donc on a une vie. Mais mes impressions sont mitigées parce que, voyez-vous, c'est vrai que ces derniers temps, il y a quelque chose qui a pignon sur rue dans notre société qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui. Mais si on essaye d'exclure cela ou d'examiner, on va se rendre compte que notre processus électoral a encore du chemin et qu'il faut encore beaucoup travailler, suffisamment travailler pour que on essaye d'éviter un certain nombre de choses, notamment ce que nous avons pu voir, je ne sais pas jusqu'à quel degré cela est vrai, n'est-ce pas, des fraudes à gauche. Vous êtes un homme de droit, et à droite, oui. Donc c'est regrettable parce que pour une démocratie, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un pas en avant et qu'on essaye, n'est-ce pas, de laisser que le peuple s'exprime et que par la suite, la volonté du peuple soit respectée. Donc, je pense que l'élection s'est déroulée et les acteurs sont dans le travail et qui de droit... C'est-à-dire que le peuple qui fait beaucoup de bruit n'est pas forcément celui qui a raison. N'est pas forcément celui qui a raison, oui. Jean-Jacques. Et un philosophe, je crois que le docteur qui ne me démentirait pas, disait que le peuple pense mal. L'opinion pense mal. L'opinion pense mal, merci. Donc c'est pas forcément les bruits. Les bruits ne sont pas forcément liés à la victoire. Et puis, moi je dis, je suis toujours d'accord, Jean-Jacques, que les gens puissent revendiquer, que ce soit les résultats, que ce soit peut-être, entre guillemets, la victoire, que ce soit même leurs droits dans la société, mais je pense que les revendications doivent être encadrées et doivent respecter, n'est-ce pas, une certaine procédure et les institutions doivent être préservées. On accueille Jean de Dieu Evouna, il est un acteur de la société civile, un analyste sociopolitique très pointu et connu de nos téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue Jean de Dieu. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Je suis très heureux d'être là ce soir. Vous avez une doigt très propre, hein? Vous n'avez pas de vernis Ici, là. D'accord. C'est un combat. Hein? C'est un combat. Au fur et à mesure qu'on se lave, qu'on se nettoie, on continue à rentrer dans notre propre coquille. Mais là, on a la marque de la citoyenneté. D'accord. Et première leçon, premiers enseignements de ce scrutin? Le regard introspectif que la société civile que je représente, qui est une société qui a pour mission de veille, d'éveil, de contrôle et d'arbitrage, c'est que nous sommes dans un conditionnement psychologique, un dogmatisme planifié et organisé, qui tend vers le chaos. Je vais être froid. Soyons clairs, hein? Oui. On est en fin de journée, donc comme on dit chez nous, baisser un peu le niveau. Je ne baisse pas le niveau. Dans un dogmatisme qui tend vers le chaos. Qui tend vers le chaos. Oui. Nous sommes dans un conditionnement psychologique. Un dogmatisme qui tend vers le chaos. Puisqu'il y a des actes
Parce que ce n'est plus seulement psychologique, il y a des actes qui sont posés. Et là, moi, je ne voudrais pas m'intéresser à ceux-là qui ont planifié cela. Je m'intéresse beaucoup plus dans notre rôle de veille. Où sont les organismes, les institutions de régulation des télécommunications pour anticiper? Nous avons vécu il y a 7 ans, cela. Où est ce gouvernement qui devrait avoir des hackers? Parce qu'aujourd'hui, dites-vous, les meilleurs moyens de communication, on a brisé le Népal par les moyens de communication. Où on appelle l'organisme là comme si c'est Astic ou L'Antique. Quel est son rôle, bon Dieu? Au point où on se retrouve que des lanceurs d'alerte prennent en otage la conscience collective. Et rien n'est fait. Un gouvernement qui n'a pas de hackers, au moment des IT, et vous appelez ça comme de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies de l'information et autres, il n'y a pas de hackers pour contrecarrer les lanceurs d'alerte. C'est dans quel pays? C'est où? Alors, vous avez fait cette observation en 2018. En 2018. C'est une observation qui a été faite même au commencement de la crise dite anglophone. Où on a laissé tout passer. Oui. C'est-à-dire, il suffit de publier, il y a eu mort, et tout le monde reçoit ça jusqu'au village. Mais qu'est-ce que les institutions? On a un sérieux problème de régulation des réseaux sociaux. Dans un pays sérieux, le gouvernement se constitue, il y a des enfants intelligents dans ce pays qui maîtrisent ce domaine-là, se constitue une équipe d'hackers pour contrecarrer, même si vous lancez ça depuis les États-Unis, ça n'entre pas dans notre territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une sécurité communicationnelle. Nous sommes aussi prêts à penser que sur l'espace même aérien, on peut on va dire quoi? C'est-à-dire, n'importe quoi peut tomber sur notre tête. Ouais. Et que rien, il n'y a pas de sécurité. On parle là de la cybersécurité. Un État qui n'a pas de hackers aujourd'hui pour anticiper, pour bloquer, pour contrecarrer les lanceurs d'alerte est un État qui livre la conscience collective. D'autant plus qu'ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Merci, docteur. Ils sont identifiés. On sait là où ils sont. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, que nous ayons un ministère de la communication, ça fait quelques jours, c'est hier que j'ai lu quelque chose, un communiqué du ministre René Magresset, qui n'est pas offensif. On a un ministre de l'administration territoriale qui n'organise aucune communication, mais il est dans les intimidations. On a l'organe de régulation qui ne dit rien. Le ministère des Postes et Télécommunications. Ministère des Postes et Télécommunications. Vous avez l'agence de régulation. L'agence de régulation des télécommunications. Vous avez l'agence nationale des technologies de télécommunications. Vous avez la DGRE. Vous avez le. Personne ne sort, personne ne fait rien. Il n'y a pas d'accueil. Notre conscience est livrée à elle-même. Notre morale, notre psychologie, les populations, le peuple est livré à la merci des terroristes psychologiques. Et on nous dit que nous sommes en sécurité. On protège la conscience collective du peuple dans un monde moderne où il suffit d'une seule phrase pour mettre le feu. On ne laisse plus le peuple à la merci. Et de surcroît, lorsqu'il y a la communication gouvernementale, dans des pays sérieux, on sort avec des communications idéologiques. C'est-à-dire on impose la manière de penser en période de crise. On impose la manière de penser au peuple. Parce que, je voudrais dire une chose. Sauf peut-être parce qu'on ne sommes pas encore en période de crise. Non, nous sommes parce qu'on pense qu'on n'est pas en période de crise. Lorsque vous avez déjà des morts qui sont signalés. Il y a une gendarme, on a des voitures de gendarmerie, de l'armée qui sont brûlées. Nous sommes en période de crise. Je suis venu dire ce soir et m'agresser aux institutions de la République que assez. Il y a une grosse défaillance de ce côté-là, comme l'un des enseignements de ce processus électoral. On reviendra en profondeur dans la thématique même du programme. Le temps d'accueillir Aimé Cyprien Olinga, le guide du Front des démocrates républicains, le FDR. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants. Je voudrais faire une petite correction. Il ne s'agit pas du Front des démocrates républicains, il s'agit bien du Front démocratique révolutionnaire. Révolutionnaire, voilà. Bien très bien. C'est clair. Voilà. Et qui avons soutenu la candidature du président Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC de l'Union pour le changement. Voilà. Sauf que les communicants disent là-bas qu'il ne faut plus communiquer, qu'on doit s'en tenir à ce que Issa Chiroma a dit, qu'il n'y a plus de porte-parole pour le moment. Là, vous êtes là au nom de votre parti politique. Je suis au nom de mon parti, bien entendu, pour dire mon impression, parce que j'ai quand même assisté, j'étais sur le terrain, j'étais dans une commission locale de supervision de vote qui avait pratiquement 7 bureaux de vote où j'ai voté, où j'ai été justement un des acteurs majeurs dans le décompte. Je dois dire que dans mon bureau de vote, je peux quand même parler avec autorité parce que c'est moi que le chef de ce bureau de vote a désigné justement pour ouvrir les enveloppes et proclamer officiellement devant tout le monde à qui appartient tel ou tel bulletin de vote. Et c'est sorti de l'urne et qui a fait également le tour des 7 centres de vote pour naturellement filmer sur les tableaux justement les résultats qui ont découlé à la fin des dépouillements. Vous étiez dans quel bureau de vote? J'étais dans le bureau de vote A du côté de Nkoayos, du côté d'Nkomo, le quartier Nkomo, à l'église catholique Sainte-Famille d'Nkoayos, qui avait justement 707 bureaux de vote. J'ai voté dans le bureau A et j'étais justement également membre de la commission locale de ce bureau de vote. D'accord, ça s'est bien passé? On peut dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que les résultats que nous avons eus ont été clairs, ça a été un plébiscite pour le candidat que nous soutenions. Et là, ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé dans le bureau de vote parce que justement, on a pu voir les différents résultats affichés au tableau. Des centaines de personnes ont filmé, nos compatriotes ont filmé ces résultats-là. Et maintenant, est-ce que c'est ce qu'on a marqué sur les tableaux qui figurent dans les procès-verbaux? Là est toute notre inquiétude parce que nous avons su... Comment le membre de la commission peut encore venir poser cette question? Non, parce que... Vous semblez avoir vérifié que ce qu'on a proclamé, et vous êtes est conforme à ce qui est marqué dans les PV. Je voudrais donc vous dire comment ça se passe. Vous avez... Non, écoutez, nous sommes sérieux, sommes sérieux là. S'il s'agit de la pratique, il ne s'agit pas des choses que nous disons au hasard. Parce qu'il faut savoir que le PV, c'est de papier, il y a une double feuille à l'intérieur. Les signatures des membres de la commission, je dirais des scrutateurs, se trouvent à la 8e page, c'est-à-dire la dernière. Ceux des représentants du candidat à la première page et des membres de l'ECAM, je crois. Et puis, les 2 pages à l'intérieur, c'est là où il y a également un certain nombre de choses, parfois les résultats. Et alors, il nous a été signalé qu'après avoir signé par derrière et par devant, lorsque certains de nos amis des Elections Cameroun partaient des bureaux de vote, ils avaient d'autres PV remplis, c'est-à-dire les 2 pages de l'intérieur remplies, il suffit simplement d'enlever, de souscrire. Nous avons la commission. Vous dites comment, communal? Non, je parle bien du bureau de vote local, pas du bureau de vote. Vous êtes censé avoir suivi tout le processus et jusqu'à conformer au code électoral. Il n'y a pas eu d'entorse. Il n'y a pas eu d'entorse dans le bureau de vote. D'accord. Mais j'ai dit les résultats qui sont proclamés, parce que l'article 100 dit quand même que les résultats acquis dans le bureau de vote sont rendus publics. Oui. Ça veut dire que tout le monde qui est dans le bureau de vote, au moment où on soulève les différents bulletins, comptabilise en même temps que l'assistance. Et on marque au tableau. Et après, on fait la sommation. N'est-ce pas? Et justement, tout le monde filme dans le tableau. Maintenant, ce qui est dans le procès verbal doit être la reproduction sincère, n'est-ce pas, de ce qui est au tableau. Et ça, j'ai dit, ça, on ne peut pas le garantir. Si on peut le garantir, si vous allez à la commission départementale, vous pouvez vérifier si c'est conforme à ce qui est sorti de votre bureau de vote. Léonide Foum, bonsoir. Merci Jean-Jacques. Tu sais, dès que tu m'as invité, c'est avec un très grand empressement que je me suis rendu ici.
rendu ici pour satisfaire la curiosité de nos téléspectateurs, parce qu'effectivement, c'est toujours un plaisir de venir sur ton plateau. Il y a une histoire qui me lie à toi, parce que c'est toi qui m'as prêté mon tout premier plateau télé. Nous étions à Douala en ce temps, donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour toi, et c'est pour cela que je viens toujours avec empressement. J'espère simplement que nos téléspectateurs, je serai à la hauteur de leurs très délicates attentes. Mais vous étiez sur le terrain. Alors justement, on interroge vos premières impressions après le scrutin de dimanche. Oui. Bon, disons que je suis allé voter, moi-même dimanche. Et bien avant dimanche, je m'en étais ouvert sur votre plateau, lié à la démolition. Du moins lié à un fait qui était la démolition de l'image de marque de mon candidat. Je m'en étais ouvert ici, de la part de certains cabinets noirs qui aujourd'hui continuent de prospérer et ont manifestement pour mission, à l'heure où nous parlons, de mettre le pays à feu et à sang. Voilà, quelqu'un disait tout à l'heure sur ce plateau et qui m'a précédé en termes de prise de parole, qu'on est presque désarmé face à ces, entre guillemets, lanceurs d'alerte qui ont fait de la rumeur et de l'intoxication leur principal mode de fonctionnement, et ils abreuvent l'opinion de cette écume-là à longueur de journée et à longueur de discours. On semble presque désarmé et nous assistons avec inquiétude à la descente aux enfers de notre société et effectivement nous semblons désarmés par rapport à cela. Je crois que c'est la grande thématique que vous avez posée. On entre justement dans cette thématique-là pour voir comment garantir un climat apaisé. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont le véritable danger? Parmi ces clés, est-ce qu'il y a une place inquiétante qu'occupe aujourd'hui la diffusion, ce flot d'éléments, on ne dira pas d'informations parce que tout n'est pas information, qui envahissent l'espace à partir des réseaux sociaux? Oui, comme je te le disais, c'est inquiétant. Dès que l'on a quelques bribes de ce que l'on entend par science de l'information, c'est vraiment inquiétant. C'est des gens qui se lèvent comme ça, un jour, ils inventent une histoire, et comme l'information, quand je dis information entre guillemets, je la mets bien entre guillemets, comme ce qu'ils disent circule aussi rapidement que la vitesse de l'éclair. Quelqu'un qui est à Washington, c'est lui qui réussit à alerter les Camerounais de se retrouver devant le tribunal de Tchang, parce que, dit-il, les résultats seraient en train d'être falsifiés de ce côté-là. Et les gens y vont avec une certaine crédulité. Vous savez, les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont la légitimité quasiment du journaliste à une certaine époque, voire même plus. Voire plus. C'est eux qui sont sollicités, hein? Là où les médias classiques ont besoin d'être accompagnés ou des financements pour faire le travail normal. Les médias n'en reçoivent pas. Mais ces lanceurs d'alerte sont carrément, je veux dire, chouchoutés parfois par le régime. Bon, peut-être pas. À l'heure actuelle, je pense qu'ils sont en indélicatesse avec le régime. Il y a deux clans en tout cas, dans les lanceurs d'alerte. Oui, mais ceux qui ont manifestement la rue et qui sont en train de déployer les forces du chaos ne sont pas avec le régime. Et ils le font avec méthode. Mais il faut dire que bien avant eux, il y a eu un travail de préparation des esprits qui a été fait visant à décrédibiliser les institutions de la République. Et ce travail a notamment, bon, je ne leur fais pas injure, c'est des faits, a été accompli par le MRC et qui, lorsqu'il a été écarté de la présidentielle, a refilé toute sa machine et toute sa mécanique au FSNC. Donc, ces gens qui étaient initialement dans le MRC se retrouvent aujourd'hui recyclés dans le FSNC avec les mêmes méthodes et les mêmes approches qui vont chercher dans la rumeur, le fake. Parfois même le deepfake. Quand je parle du deepfake, c'est la capacité pour l'intelligence artificielle
de générer des postures et des images qui sont au-dessus de tout soupçon et qui ont une véritable... Avec deepfakes, on peut prendre l'image de Jean-Jacques Zé, la gestuelle habituelle de Jean-Jacques Zé, on met des mots qui ne sont pas de Jean-Jacques Zé, mais avec sa voix, avec la même mimique. Tout à fait. Et même créer des impressions de foule ou bien d'envahissement et qui, sur le plan de la psychologie, n'est-ce pas, imprègne la mémoire, la façon de penser. Un viol de conscience. Voilà, qui regarde tout ça. Et donc là, nous avons pratiquement des camps qui se font face et nous sommes manifestement en train de quitter le terrain de la violence symbolique, c'est-à-dire celle-là qui se fait dans des réseaux sociaux pour nous retrouver, n'est-ce pas, dans la violence réelle, c'est-à-dire de manière palpable sur le terrain. Vous voyez des gens qui veulent en découdre, soit avec les forces de l'ordre ou avec des partisans d'un camp qui ne leur serait pas favorable. Et ceci dans une situation où personne ne s'écoute. Personne ne veut savoir ce que l'autre pense. Quand on a affaire aux institutions, ils sont en train de fabriquer des choses. Et c'est dit à longueur de journée, tout le monde a fini par croire. Quand on a affaire à leur camp, non, voici les vrais procès-verbaux, on les a pris à tel endroit. Vous ne savez pas, c'est fabriqué avec l'intelligence artificielle, des trucs faux, vous avez l'impression que c'est vraiment commode. Ils sont dans les bureaux de vote, ils sont en train de faire des choses, et l'opinion est ainsi. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un aspect qu'on a négligé dans la préparation de l'élection, dans l'encadrement de cette élection-là? Le volet communication est davantage sur les réseaux sociaux, les technologies, l'information et la communication. En fait, comme on parlait là tout à l'heure, avant d'arriver à ça, et les acteurs de ce que vous décrivez là, il y a un qui vient de m'appeler. Ah bon? Et je vais vous dire quelque chose. Pour que vous compreniez un peu la psychologie des gens qui sont derrière Issa Tchiroma. C'est tellement dangereux pour ce pays. Moi, je suis le professeur du bon sens, le professeur de l'éthique républicaine. Le numéro +1, entre parenthèses, 706, 908, 18, 33. Je répète le numéro. +1, 706, 908, 18, 33. Vient de m'appeler. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Qui ta maman? J'espère qu'on va déterrer ça et brûler. Oulala. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que justement à cause de Biya et ces gens, c'est eux qui nous donnent la force de détruire ce pays. Et là je vais être dur avec les gens du pouvoir. Je n'ai rien négocié avec eux. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Moi je fais mon travail parce que mes devanciers, les Mononjana, les Toa et tous ces gens, les Luc Njoro m'ont dit, tu restes ferme dans tes convictions. Tu n'as pas besoin de négocier. Donc quand mon frère Evuna parle ici, Evuna non, parle que les gens ils ont abandonné. Non, en fait, le problème, dans le régime même, c'est un complot. C'est un complot contre les chefs. Parce que beaucoup là, eux m'ont dit de leur bouche qu'ils perdent le temps aux gens. Les ministres de Biya. Donc ça ne me surprend pas. Et quand on leur dit, nous autres comme ça, on prend sur nous de défendre. Parce que ce n'est pas Biya qu'on défend. C'est les petits acquis qu'on veut sauver. Et les acquis, c'est nous tous. Les petites souffrances que vous souffrez là, pour construire les petits trucs, on va venir détruire comme ça, parce que les gens veulent absolument le pouvoir. On dit non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au cadre de ce système-là, que nous dénonçons, et que nous allons continuer à dénoncer, les gens ont décidé que, et il y a un faisceau d'indices. Je suis en train d'écrire un petit livre depuis hier, qu'on appelle l'almanach de la bêtise, ou le danger de la hermétisation et de l'ensauvagement de la vie politique. Parce qu'il faut leur dire qu'on comprend, qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et vous dire au président que c'est vous qui êtes responsable de la situation où nous sommes. Vous savez qu'au départ, je ne voulais pas que le président soit candidat. Oui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais nous sommes dans une situation où il a décidé comme ça, il nous met devant le fait accompli. Bon, c'est le chef, on ne sait pas pourquoi il insiste de rester au pouvoir, mais on ne peut pas aller contre sa volonté. Et d'autant plus que, et on a été conforté par son discours de Marois, que vraiment il espère faire quelque chose. Et on espère que le niveau des jeunes, vous pouvez vous entourer de ces gens, de ces vieillards qui larguent les gens, qui intimident les gens à longueur de journée, qui sont même capables de comprendre même l'intelligence artificielle, qui sont même complètement finis.
Et qui croient qu'ils vont gouverner les gens comme nous, les intelligences éveillées? Les enfants qui sont là, il y en a qui me reçoivent, qui disent, ah, comment je vais dans vos histoires de réseaux sociaux là. Vous comprenez les gens qui vous gouvernent, et quand tu vas leur dire que non, 3 mois avant l'élection, voici le danger qui va venir. Et vous faites même les notes. Les gens sont là, ils font comme si tu viens de demander l'argent. Moi j'ai mes 3 hectares de manioc, hein, je compte sur ça. Et quand vous appelez, vous étiez dans la plantation. Bon voilà, quand moi j'ai appelé hier, j'étais dans le... Je ne veux rien savoir de ces gens-là. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont à nous mettre en danger. Alors, il y a un faisceau de situations. Et je m'adresse ici aux gens de BIA. Il y a un faisceau d'indices. Vous ne pouvez pas avoir les gens dans les casernes qui votent contre le président. Il faut bien ouvrir les oreilles. Je suis dans vos manipulations là. Vous ne pouvez pas avoir les militaires qui votent contre leur chef. Chef supérieur. C'est un faisceau d'indices qu'on doit relever ici ce soir. Oui. Vous ne pouvez pas voir les situations où les élites qui sont supposément, qui braillent là tous les jours, je suis, machin, on vous bat chez vous. Mais là, vous créez les problèmes en bois les yeux. On ne peut pas accepter ça. Il y a des individus qui, où regardez les résultats. Je vous dis, moi je suis dans le sérieux. Il y a des résultats, il y a une dégringolade, BIA a gagné. Bon, ça c'est moi qui dis, je ne donne pas les. Mais avec un écart, vous allez voir. Il peut bourrer ce qu'il veut, mais il y a un moment, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est moins de 800 000 voix ou bien 900 000 voix. C'est moins d'1 million de voix, dans tous les cas. Et ça, je vous dis, je vous donne le défi de me donner le résultat définitif et qui va tomber que... On attend les résultats. On attend le... Donc, il y a cet ensemble de choses. Alors, dans ces conditions-là, on ne peut pas s'attendre à ce que le président recommence les mêmes choses. BIA va prêter serment. On vous le dit. Vous pouvez manipuler comme vous voulez, vous pouvez intoxiquer vous comme vous voulez, vous pouvez même dire. Et vous savez, le niveau de psychose qu'il y a dans ce pays actuellement, les gens m'appellent de partout. Mais docteur, vraiment, c'est comment là-bas? Parce que on a réussi à faire intégrer dans le subconscient des Camerounais que c'est mauvais, Issa a gagné. Par un ensemble de méthodes. Et les gens sont là, ils ont bloqué l'argent. Parce que les ministres de Biala, ils ont bloqué l'argent. Ils ne veulent pas sortir l'argent. Les gens comme nous là, on se sacrifie. Non, vraiment, c'est sérieux, monsieur. Allez-y. Ils bloquent l'argent, même les gens. On dit, bon, voici, donnez-nous une équipe. On recrute quelques gens. On leur dit ça. Donnez-nous les moyens. Donnez-nous, on va organiser. On regarde pour la contre-attaque. Ce que j'ai fait là. Heureusement, bon, je suis crédible, j'ai fait un 2e doctorat en sciences de l'information et de la communication. Tant pis pour eux. C'est ça là qui sauve un peu ces gens-là maintenant. Parce que j'ai mis en branle ma technologie aussi pour neutraliser un peu. Il y a les petits comme Bruno Bizan, il y a les petits comme Raoul Mbia, il y a les petits, bon, il y a moi, hein, le grand boss. Oui, c'est ça, il faut. Les gars, ils ne vous donnent pas les moyens. Ils sont là seulement pour manger, pour narguer les gens, pour menacer les gens. Et je dis donc ce soir, les menaces, vous voulez créer vraiment le chaos parce qu'effectivement, vous ne voulez plus que votre chef soit président. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'il répare ce qu'il a créé. BIA a fait ce qu'il a fait, mais il a créé beaucoup de choses et il doit réparer. Et il est conscient qu'il doit réparer. Et personne mieux que lui ne peut réparer cette situation-là. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a à le faire? On dit au président ce soir. Oui, nous savons, on va travailler. Vous nous avez mis en situation inconfortable. Parce que le plus dur là, ce n'est même pas Issa Chiroma. C'est cet ordre de haine tribalisé. Ils sont des irréductibles du mal. Ils sont le mal. Et j'ai fait une note la veille des élections. Cela a dit, voici votre histoire de double nationalité là que vous bloquez. Oui, on comprend. Mais voici ce que vous pouvez faire pour l'encadrer cette double nationalité. Parce qu'il faut quand même qu'on sorte. Parce que les gars aussi, ils ont... Mais je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Quand quelqu'un dit que moi, je sais qu'il y a encore 7 ans hors de mon pays. Mais trouver une solution, c'est comment? On perd la nation, il y a ces mauvaises positions de ceux qui sont aux affaires, oui. Il y a des mauvaises décisions, des mauvaises attitudes, qui malheureusement enveniment aussi la situation. Oui, tout ça en fait, ça coûte quoi de dialoguer avec ces gens, au-delà de ces postures. C'est ça donc qui envenime aussi toute la situation. Et en fait, ça leur coûte quoi? De mettre sur pied, effectivement, bon, on comprend qu'ils ne comprennent pas. En fait, parce que ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre comment. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays en 2025, 2026 et tu n'as pas des... Avec les méthodes de 1960. Oui, les méthodes de 1960. Mais entourez-vous des gens, on s'en fout que vous prenez qui ou qui, mais entourez-vous des gens qui comprennent le monde d'aujourd'hui. Mais monsieur le président de la République, on va faire ce qu'on peut faire, mais on vous attend.
On vous attend le lendemain, ça va cuire avec nous là, qui vous supportons actuellement. De l'intérieur. De l'intérieur. On ne peut pas accepter. Il faut que ça change. D'accord. Alors, sur cette question des réseaux sociaux, Aimé Cyprien Olinga, oui. Est-ce qu'il y a un abandon dangereux ou alors on doit faire avec? Vous savez, moi j'ai un problème avec tous ceux qui pensent que les réseaux sociaux sont un danger. Vous ne le pensez pas, vous? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Vous comprenez? Et il faut anticiper. D'accord. Ceux qui pensent justement que les réseaux sociaux sont un danger sont justement ceux qui nous gouvernent, comme j'ai l'habitude de le dire depuis longtemps, en 2025, avec les méthodes de 1960. Les dysfonctionnements que nous avons dans notre système de gouvernance sont également dus en grande partie par le fait que vous avez quand même nos grands-parents parmi eux, n'est-ce pas, nos parents, qui sont arrivés aux affaires pour la plupart dans les années 60 et qui ont décidé de rester, c'est-à-dire de gérer et leur génération, de gérer le pouvoir de la génération de leurs enfants, de gérer le pouvoir de la génération de leurs petits-enfants. Or, justement, c'est ça la dichotomie, c'est ça, il y a une césure. Il y a une césure parce que la jeunesse d'aujourd'hui, et les moins jeunes comme nous ne pouvons quand même pas accepter vivre dans un système de gouvernance qui est d'un archaïsme, j'allais dire, scandaleux. Comment on peut imaginer, tenez, comment on peut imaginer qu'en 2025, dans un pays comme le Cameroun, avec autant de grosses têtes, de têtes pensantes, et des techniciens même en matière informatique, qu'on vous dise quand même que les lois de notre pays disent que après l'élection présidentielle, je ne sais pas, municipale et législative, on doit attendre pendant 15 jours, sans qu'il y ait même la publication de la moindre tendance. Ça n'existe qu'au Cameroun, ça n'existe nulle part ailleurs. Et pendant ce temps, justement, ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à l'information, parce que moi je ne veux pas dire que les résultats qui circulent sont faux, parce que ils sont tous faux, parce que le FDR, qui est un parti, mon parti, a des plateformes numériques. Nous avons une chaîne de télévision en ligne où depuis l'extrême nord, le coordonnateur de l'extrême nord, nos représentants envoyés directement dans cette chaîne, depuis les bureaux de vote, les éléments filmés sur le tableau. Filmé sur le tableau. Le tableau n'a aucune garantie. Hein. Non, c'est le tableau justement. C'est justement le tableau qui a la garantie. Non, non, pas du tout. Vraiment, si je peux filmer un tableau dans ma chambre et que je poste aussi, hein, je fabrique. Écoutez, les tableaux qu'on filme, justement quand vous dites ça, c'est très dangereux. Non, parce que justement, les tableaux qu'on filme dans les chambres. Attendez, les tableaux qu'on filme dans les chambres. Vous savez, votre téléphone que vous avez. Oui. On peut vérifier là où vous avez filmé à l'instant T. Qui va donc vérifier? Mais il n'y a même pas des institutions. Tu venais de le dire. Non, j'ai dit que même nos enfants vérifient ça. Même nos enfants vérifient. Et ils savent te dire que cette photo a été prise. Cette photo a été prise à tel endroit, à telle heure, avec déjà que la photo n'a rien à voir là où on parle de PV. Je dis donc la nomenclature des éléments pour comprendre. Monsieur Zé. Oui, monsieur. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Je dis que quand on a fini de faire le décompte, n'est-ce pas, qui est marqué au tableau noir, dans des écoles, parce que la plupart, là où moi j'étais, c'était dans une école catholique, et je vous l'ai dit tantôt, je l'ai situé, vous pouvez vérifier. Alors, quand on a filmé là, école publique 2, on peut vérifier, j'ai dit même un petit enfant peut savoir que ça, c'est justement l'école de tel endroit. Voilà. Vérifier. Et maintenant, moi ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, effectivement, il faut qu'on s'adapte. Au Sénégal, à côté, parce que j'étais sur un autre plateau ce matin, mais j'ai tombé des nues. C'est-à-dire un intellectuel, un professeur d'université, qui vient quand même nous dire sur un plateau aussi important que celui-là,
que non, vraiment 2 semaines, c'est pour que le PV qui part d'Ngelemendouka arrive à je ne sais pas où, et que dans les villages là, il n'y a pas des gens n'ont pas les Android parce qu'il n'y a pas le courant. Mais attendez, au Sénégal là, je ne sais pas si il y a le courant dans tous les villages, mais on a eu, le président sortant a félicité Diomaye quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Et je ne sais pas si là-bas, juste en Casamance, dans les villages reculés, les gens ont, il y a le courant. Donc, c'est justement le refus de cette technologie et de cette technologie qui peut rendre fiable notre système électoral, de cette biométrie intégrale que les acteurs politiques avions réclamé et continuons de réclamer depuis pratiquement une vingtaine d'années. Les gens ont totalement refusé la biométrie intégrale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez encore, dans ce qu'ils appellent leur système biométrique, des gens qui peuvent vous voter 2 fois. Il y a des doublons. Or, dans un système fiable et véritablement biométrique, il n'y a pas possibilité d'avoir des doublons. Il n'y a pas possibilité. Et donc, je dis pour ma part que ceux qui nous gouvernent, effectivement, ils ont décidé de nous gouverner en 2025 avec les techniques de 1960. Et naturellement, ils sont surpris quand les acteurs de notre génération et de la génération de nos enfants font usage, et un très bon usage, n'est-ce pas, des nouvelles technologies. Ils sont dépassés. D'accord. Le président insiste que c'est l'usage est très bon usage des technologies. Il ne pourrait pas de bémol là. Pour lui, c'est un bon usage qui est fait jusqu'à présent. Non, là, je voudrais dire, Jean-Jacques, que nos institutions sont mises à rude épreuve. C'est très sérieux ce dont nous sommes en train de parler. Nos institutions en charge de la gestion des élections doivent se démarquer. Je l'ai dit sur un de vos plateaux ici, et j'insiste là-dessus, que cette situation, premier point, vous demandez les clés de l'apaisement, il faut qu'elle ait comme ça franchisse du MINAT. Très important. Il faut que je le dise et je regarde la caméra. Il faut qu'elle ait comme sa franchise du MINAT. Et ce n'est pas il faut vraiment que le MINAT reste seulement dans son rôle. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un MINAT un peu trop que le MINAT laisse les comme communiquer. Le MINAT a mieux à faire. Je vais lui donner ce que nous sommes dans la veille. C'est-à-dire, nous regardons. Le MINAT peut organiser en cette période, lui qui maîtrise le territoire, organiser des réunions avec des leaders politiques pour leur communiquer l'apaisement. C'est-à-dire les présidents comme le président Cyprien Olinga et d'autres acteurs politiques, les convoquer et leur dire vraiment la situation, nous n'avons qu'un seul pays, quelles que soient les tendances, s'il vous plaît, communiquez ceci à vos équipes. Nous n'avons pas ça. Deuxième point. Le Conseil national de la communication a son rôle à jouer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pour communication que les médias. Non. Moi, au-delà de ce que je suis dans la société, je suis pasteur, j'ai un peuple. C'est la communication. La communication. Je peux dire à mon peuple que tel a gagné, allez voter tel. C'est le moment que le Conseil national de la communication convoque les leaders des communautés religieuses et traditionnelles, mettre des équipes en symbiose sur le plan national, en coordination avec le MINAT, pour leur dire ce que vos bébés, vos fidèles lisent là, les imams, les pasteurs, les évêques, enlever le bon diable qu'on a inventé à Yagua dans la psychologie des Camerounais. Parce que quand on a dit ça en fin d'année dernière ou en début d'année, on a cru que voilà qu'on a un bon diable. Et tout le monde dit, je préfère le bon diable. C'était où? Lors d'un homélie, le pouvoir de la parole. Lorsqu'un évêque était en train de parler, ça a été coopté et c'est dans notre subconscient aujourd'hui. Le bon diable, mon Dieu, mon bon diable ITB. Mais c'est le moment où le Conseil national de la communication, en synergie avec le MINAT, de mettre des équipes, de rencontrer des pasteurs, des fidèles, je veux dire, les imams, les cheikhs, les prêtres, les évêques, leur dire,
vous avez le pouvoir de la parole, vous avez la capacité d'enlever le mauvais diable dans la pensée de vos fidèles. C'est le moment aujourd'hui que ceux qui gèrent le domaine des réseaux sociaux, comme vous avez cité tout à l'heure, de convoquer, je ne sais pas, Facebook même ils ont été convoqués à la présidence. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça ici. Peut-être qu'ils n'ont pas parlé. Non, là-bas, on a coupé les gens en fonction de la punk. Il ne s'agit pas ici de ça ici. Ah bon? Non, 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 il ne s'agit pas de ça ici. Les chauves n'avaient pas à voir au chapitre. Non, les chauves n'avaient pas à voir au chapitre. Mais je vous dis une chose, nous sommes très sérieux là. Je vais vous dire que ici et maintenant, je ne parle pas des choses avant, c'est maintenant que, comme je parle, qu'ils prennent l'autre, comme le docteur le dit. Je dis, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'ils organisent des réunions, nous leur donnons des clés. La société civile, voilà notre travail. Penser, faire la veille, influencer, leur dire c'est comme ça qu'on encadre la pensée des gens. On ne laisse pas les pensées des populations en divagation. Il ne se fait pas tard. Parce que vous demandez qu'on le fasse maintenant. Non, mais maintenant. Moi, ça m'inquiète parce que il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Non, non, non. En le faisant maintenant. Oui, allez-y. Ça permet de relever les manquements. Mais les manquements, parce que nous sommes là presque à la veille de la proclamation. Nous sommes à une semaine, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un gouvernement est sérieux et sans le danger, c'est-à-dire que nous sommes là en train de protéger l'intérêt supérieur de la nation. Il ne s'agit plus de l'UNDP, de révolution, de société civile, de ci ou de ça. Nous parlons, il ne s'agit pas de billard, il ne s'agit pas de sel, non. Nous sommes ici en train de parler de notre souveraineté, de l'intérêt supérieur de la nation et de la protection du peuple profond, de ma grand-mère, de mon père, de mon arrière-grand-père, de mes tantes, de partout et pour reculer qui ont peur. Cette psychose doit cesser, pas après les élections, maintenant. Si la thématique parle, c'est que nous donnons et qu'ils prennent compte, c'est-à-dire qu'ils se délèguent de nos conseils. Parce que nous sommes là, on ne mange pas. Peut-être notre cerveau ne respire pas. Parce que, à force de ne pas manger, on réfléchit. Et qu'ils nous comprennent que c'est maintenant, on ne leur laisse pas qu'ils proclament les élections. Parce qu'après les élections, ça risque d'être tard. Il y a une phase importante là-dessus. Justement, Maître voulait rebondir là-dessus. Sur le timing, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'encadrement électoral au Cameroun, que ça vient des institutions ou des partis politiques, échappe à tout le monde, et puis on est surpris par la montée de tel aspect, par la montée de tel autre aspect. Il n'y a pas une préparation, il n'y a pas une culture au jeu démocratique. Jean-Jacques, je crains, bien que j'approuve les propositions de mon voisin, je crains qu'il soit un peu tard. Il y a un problème de timing qui se pose. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, avec tout ce que nous avons essayé de relever tout à l'heure sur le plateau, des violences par-ci, des fausses informations par là, ainsi de suite. Il me souvient, Jean-Jacques, que nous sommes venus ici, sur ce plateau, parler un jour de l'activité de Motoman. Il me souvient qu'on est venu ici, sur ce plateau, un jour, parler de l'activité des influenceurs. Oui. Il me souvient qu'un autre jour, nous sommes venus ici parler de l'activité des vigiles, des gardiens, qui se comportaient comme des policiers, des gendarmes, je ne sais trop quoi. Absolument. Et je vous avais dit le problème... On a même fait un programme sur les fake news. Voilà. Sur le même je vous ai dit le problème réel de notre société, c'est qu'on n'anticipe pas. Et on ne cherche pas à réguler à l'avance. Ouais. Ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on décrit aujourd'hui, le véritable problème, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations. Il y a de la calomnie, il y a du mensonge, il y a je ne sais trop quoi. Jean-Jacques, je peux vous dire, vous rassurer, je ne sais pas, il ne passe pas un mois que moi je n'envoie un justiciable, un de mes clients, à l'antique pour aller faire authentifier, n'est-ce pas, des communications qui tracent, qui portent, n'est-ce pas, des infractions. C'est grave et c'est suffisamment grave. Si on laisse cette porosité, on va demeurer dans ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et je pense que ce que mon frère disait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je dis, j'ai l'impression, c'est moi, c'est mon impression, que c'est un peu le médecin après la mort. Parce qu'on a vécu tout ce qu'on a vu là, des tendances. Vous avez parlé maintenant des tableaux. Nous avons vu des tableaux qui sont publiés. Nous avons vu des images. Et avec ce que l'intelligence artificielle est à même de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Moi, ce que je pense, Jean-Jacques, c'est que notre système électoral, notre code électoral a besoin d'être toiletté. Aujourd'hui, j'ai souvent vu dans nos médias, on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on privilégie les influenceurs, des lanceurs d'alerte aux journalistes. J'ai pris la peine de voir un peu comment est-ce qu'on a accrédité, des gens qui ont été accrédités pendant des élections. J'ai quand même observé un certain nombre de choses que j'ai pensé qu'il fallait revoir. On ne peut pas laisser des journalistes de côté et privilégier les lanceurs d'alerte, des influenceurs, des gens qui traitent l'information de façon partisane, selon, n'est-ce pas, le gré de ceux qui se cachent derrière. Qui n'ont pas l'engagement de la responsabilité sociale. Qui n'ont pas l'engagement de la responsabilité sociale. Le journaliste également a une grosse part de responsabilité. Voilà. Je crois que c'est le docteur qui l'a relevé tout à l'heure. Quelque chose qui se passe à Tchang, c'est qu'une personne qui est peut-être à Ottawa ou je ne sais trop où, qui nous tient informés, nous qui sommes au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma foi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit, Jean-Jacques, j'ai vu ces derniers temps, on nous a montré dans un certain nombre de médias, des jeunes gens qui sont très forts pour l'informatique et autres. L'une des choses que je pense, j'étais à l'audience ce matin, et ça m'a rappelé un sujet que vous avez évoqué ici une fois, c'était l'informatisation, je crois, de l'état civil, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment. Il s'est trouvé, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, que une dame a accouché, le père de l'enfant avait pris la fuite, et puis le grand-père a établi l'acte. On ne sait trop comment le père aussi a établi l'acte. Pour le même enfant, il se retrouve donc avec deux actes. Un acte que le grand-père a établi, qui n'a pas le nom du père. Un deuxième que le père a établi et qui porte son nom. Et on se demande comment, quand on sait, pour un homme et une femme qui ne sont pas mariés, et on sait que pour que l'homme, son nom figure, il faut faire une reconnaissance administrative. Comment est-ce qu'on a fait pour que le nom se retrouve là? Et avec des confrères, je discutais, je leur ai dit, si le système de l'état civil était informatisé, je crois que ce serait facile. Si Jean-Jacques Zé a un acte, si on vient établir un autre acte de naissance au nom de Jean-Jacques Zé, tout de suite la machine va signaler. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus trop qui, je pense que c'est mon frère d'en face qui disait, et le président, qu'on ne peut pas venir aujourd'hui gérer le pays avec les méthodes de Méthusalem. De la même manière, Jean-Jacques, on ne peut pas venir aujourd'hui gérer les élections avec les méthodes de Méthusalem. Ces problèmes vont continuer. S'il y a aujourd'hui une plateforme qu'on met sur pied, qu'on prenne vraiment des experts, même internationaux, de telle sorte que l'élection qui se passe dans le village de Jean-Jacques Zé, dès qu'on proclame là, on met sur cette plateforme. Moi qui suis à Yaoundé, ou à Ezeka, ou je ne sais trop où, dès que j'ouvre, j'ai la même information. Je pense que ça peut nous éviter ces quiproquos, ces affrontements. Et c'est ce que les acteurs politiques demandent depuis Léonide Foum, on est en train d'être d'accord là-dessus quand même, que le processus, le code électoral, les lois électorales utilisées au Cameroun laissent des ports ouverts, des portes qui amène à ce que chacun s'infiltre et puis ça donne un peu le tohu-bohu qu'on voit aujourd'hui. C'est le vide effectivement informationnel. Et j'étais sur un plateau avant la tenue effective de l'élection, je veux dire la votation, où le sujet était à l'ordre du jour. Donc quand vous créez un vide informationnel, les esprits bien du vide, justement. Oui, justement. C'est comme chez nous, on parle de vide juridique. Oh, oui. Chacun va dans son sens. Effectivement. Donc, quand vous créez un vide, et effectivement, le gouvernement, l'État du Cameroun a créé un vide. Voilà, des gens sont assis dans des bureaux. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Oh non, vous ne savez pas ce qu'ils font. Or, les Camerounais attendent ils sont même les premiers à se délecter de ces informations-là. Les résultats d'une élection. Et on dit qu'il faut attendre 4 semaines. Alors quand un lanceur d'alerte dit qu'on va dire qu'on est en train de bourrer les urnes là-bas, rendez-vous très rapidement au tribunal de Tchang. On pouvait aussi se dire
de manière précautionneuse, que bon, on va un peu retransmettre ça à la télévision pour que les Camerounais sachent que c'est des affaires publiques. Ce n'est pas... Mais ces Camerounais doivent d'abord s'inspirer du code électoral, qui a quand même tout prévu. Mais on a l'impression qu'on ne lit pas le code électoral et puis on se limite à ce qui est balancé à gauche et à droite, que le président a fermé l'urne, alors que même ce code électoral donne la possibilité au président de la commission locale de pouvoir fermer l'urne et d'aller dépouiller ailleurs. S'il ressent que sa vie est menacée ou les conditions ne le permettent pas. Mais s'il ose dire que je m'en vais avec l'urne à la commission communale, comme le code électoral le dit, on dit il va aller bourrer. Nous sommes au 21e siècle. Oui. Le siècle de la communication. Ce siècle a été consacré ainsi. En d'autres termes, on est en train de vouloir dire que quand quand Donald Trump, excusez-moi du terme un peu trivial, pète aux États-Unis, à pareil moment au Cameroun, vous êtes au courant qu'il a fait un pet. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc vous ne pouvez pas gérer une telle société. C'est une manière de dire en d'autres termes que nos lois électorales sont surannées. Il faut revenir sur ça. Le code électoral date de 2012 ? Non, je dis les pratiques que ces lois appellent sont dépassées. Il faut réactualiser ces lois. Alors, vous me parliez des clés de l'apaisement, allons à l'essentiel. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Youk que c'est carrément le médecin qui vient après la mort. De mon point de vue, je pense qu'on a quitté l'affrontement symbolique et les éléments d'établissement du chaos, que ce soit dans la parole ou bien dans les actes. Vous êtes en train de les voir. D'ailleurs, la nuit dernière, il y a eu une véritable poussée de fièvre, notamment dans le flanc occidental de notre pays, à l'ouest plus fortement, et dans une certaine mesure dans la ville de Douala. C'est des ballons d'essai qui, à force d'être répétés, vont finalement prendre. Alors moi, je sens aussi que dans la stratégie du gouvernement, on est en train de préparer cet affrontement réel. Et que le front qui s'est établi pendant l'élection, c'est-à-dire un semblant de front nord-ouest, le gouvernement aussi est en train de réfléchir à le découpler. C'est ce que je suis en train de voir en termes d'analyse. Et comment est-ce que je perçois ça? Vous savez, après la menace du ministre de l'administration territoriale contre le candidat Chiroma, moi je m'attendais à ce que dès qu'il a franchi la limite qu'il lui avait posée, qu'il le prenne et qu'il le coffre. Vous pensez qu'il a franchi la limite? Vous pensez? Mais bien, puisque le ministre même est revenu après, dit dans une communication que la limite a été franchie. Donc ça n'a pas de limite. Il a en fait il peut avoir compris que ça fait un pied. Il a l'autoproclamation. À quelle peine dans notre l'autoproclamation? Mais c'est pas autorisé. Mais au moins c'est pas autorisé. Ça renvoie à quelle peine? Rien du tout. Non, c'est pas le renvoi. C'est pas autorisé. Mais ça ne renvoie à aucune peine. On va le est-ce que c'est les commissions locales? On va donc répondre pour quelle raison? Non, pour quelle raison? Parole d'homme. Je vais vous répondre. Il incarne et il représente l'État. Moi, je m'attendais. Non, la représente ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il... Nous ne sommes pas dans un État policier. Attendez, le président Olinga, permettez-moi de chuter. Nous sommes dans un État de droit. Donc, je m'attendais à ce qu'il aille le péché. Comme il avait dit que ses portes n'étaient pas blindées, n'étaient pas en acier, et que s'il s'avisait à s'autoproclamer, il irait le chercher. Alors il s'est autoproclamé. Voilà, donc. Mais il s'est autoproclamé. Et le ministre n'a rien fait. Et un peu avant, on avait assisté effectivement à une poussée de fièvre du côté de Garoua lors de ces instants-là. Alors le ministre n'a rien fait, mais ne disons pas qu'il n'a rien fait. Voilà pourquoi je disais cet affrontement qui se veut bientôt réel. Vous voyez là les prémices de la tactique qui accompagne ça. Donc j'ai comme l'impression que au sein du gouvernement, on veut découpler le front ouest du front nord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne prend pas Chiroma. On a tout à fait intérêt dans le gouvernement de ne pas le déporter, c'est-à-dire de ne pas le prendre du nord pour l'amener peut-être dans une prison au sud, comme on avait fait avec les leaders sécessionnistes anglophones,
Parce que là, du coup, on en fait un martyr. Et le ministre Thiro m'a aussi avisé de ne pas revenir vers le sud. Parce qu'il sait qu'il va se jeter dans la gueule. Dans tous les cas, on ne sait pas là où il est. Il est libre d'être là où il veut être. Non. Il est libre d'être là où il veut dans son pays. Mais je dis, il est au contact de ces populations d'origine qui savent. Puisque dans les réseaux sociaux, elles le disent. Il y a un responsable de la jeunesse de son parti qui dit que le président va bien. Donc, mais vous avez donc vu que cette tactique du gouvernement-là a un peu calmé le front nord. Mais... Un peu de sissia, comme on dit au quartier. Non, ce n'est pas le sissia, c'est de la stratégie en fait. D'accord. Ça a vraiment calmé un peu et considérablement le front nord. Mais comme il y avait un couplage entre les deux fronts, ça s'est mis à gronder du côté de l'ouest. Oui. Et au niveau du littoral. Donc, une façon de rappeler à Thiroma que ne t'endors pas. Nous sommes prêts à t'accompagner. Cependant, la tactique du gouvernement a un peu joué. Et vous sentez que le front ouest, ne voyant pas la même dynamique avec laquelle le front nord s'était exprimé, ils ont envie de relancer les choses d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le souhait, c'est que ça ne se joue pas sur le front ouest, le front nord, que ça se joue sur les résultats, la transparence. Tout à fait. Non, mais je veux chuter par là. Je veux chuter par là. Sur le terrain de la transparence. Jean-Jacques, l'authenticité des résultats. Sur cette prise de parole, permettez-moi de chuter par là. Donc, je continue à vous dire que les esprits sont fanatisés. Et quand un esprit est fanatisé, vous ne pouvez rien lui dire. Il sait que tout ce que vous faites dans vos chambrettes là-bas, vous faites à la commission, c'est du pipeau. Vous voulez dire que l'appel lancé par votre président, par exemple, Bello Bamaigari, ne peut pas être entendu? Je continue à l'apaisement, à la calmie. Bon, ça peut être d'une certaine manière, mais fondamentalement, je vous ai dit que le MRC a filé son idée et son idéologie au sa machine. Jusqu'aux éléments de parole. Alors, Willy Mengue va vous répondre, lui qui est du MRC. Il dit qu'incriminer les réseaux sociaux dans une société peu oxygénée, où la communication officielle est viciée et essentiellement magistrale, si elle n'est pas invectivante, est un inconfort. Grâce aux réseaux sociaux, le monde entier a appris en détail le décès tragique de maître de Monseigneur Benoît Bala. Idem pour le cynique cas du journaliste Martinez Zogo. Là, il faut mettre un point. On ne peut pas dire que les réseaux sociaux ont appris au moins dans les détails, encore que ces réseaux sociaux ont injecté cette en pâture. On a tout dit, on voyait même les films déjà classés autour d'une affaire. Maître, vous êtes d'accord avec nous que les réseaux sociaux ont donné des fausses pistes. Des fausses pistes. Ils ont livré même certaines personnes. On ne peut pas dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a eu des détails sur les cas Martinez Zogo. Les réseaux sociaux sont une fenêtre qui assure le droit à l'information dans une société malade. Willy Mengue, le droit à l'information est encadré aussi. Nécessairement, il faut que ce soit encadré. D'accord. Docteur, vous qui venez faire un doctorat justement en matière de... Moi, je n'ai pas terminé mon doctorat, mais je connais bien... Vous êtes en phase. Oui. Bon, je voulais interagir par rapport à cette problématique. Je vais d'abord répondre au président. On va arrêter Issa Tchiroma. Vous savez pourquoi? Non, vous le dites de façon péremptoire. Non. Il a dit qu'on ne doit pas l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Moi, je vous dis ma lecture de la chose. Vous faites comme les gens des réseaux sociaux. Selon votre lecture. Vous faites comme les gens des réseaux sociaux. Parce que vous Vous savez pourquoi on va l'arrêter? Pourquoi? Parce que justement, il a enfreint tous les codes de bonne conduite en tant que leader. On doit l'arrêter. L'élément que je mets... L'élément est candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Quand tu veux diriger un pays, tu ne t'associes pas aux sécessionnistes. Il y a des choses qui te sont interdites. Même si nous autres, on s'est battu depuis 2016 pour que la cause de nos frères, de mes beaux-frères, parce que les gens ne savent pas ça, de mes beaux-frères anglophones, soit entendue. Mais vous ne pouvez pas jouer ce petit jeu-là parce que vous voulez promettre... C'est l'été à tout le monde, parce que vous voulez être candidat président de la République. On va l'arrêter et il va répondre à ça. Ça, c'est ma lecture. Deuxième chose, c'est que vous avez parlé d'une sorte de déphasage entre la réalité politique, la situation du pays et la gestion des réseaux sociaux. En fait, il y a quelque chose de plus radical. Les gens de Biya ont laissé ce pays au Moyen-Âge.
ils l'ont fait reculer même avant les indépendances. Par rapport à l'évolution du temps. Et c'est ça qu'on leur reprochait depuis des années. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, là, ils sont incapables d'avoir des élections libres et transparentes. Ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que le système en place répond à un âge qui n'est pas le nôtre. En fait, leur arrogance, leur pillage, leur je m'en foutisme a fait qu'en réalité, là, ils ne peuvent que crier pour les dignitaires, en fait. Même si, en fait, on sait que le président a de la... Il ne triche pas pour bien. Oui, mais il crie pour eux, pour gagner leur petit poste. Parce qu'en fait, ce qui les sauve même, c'est parce qu'il y a encore un peu, dans l'opinion, il a quand même un taux d'estime qu'il faut que les gens comme nous, là, quand on arrive, comme dans la Léquier, les gens étaient décidés à voter Ichiroma. Mais les petits jours qu'on a fait la campagne, non, c'est pas le président. On essaie de faire, et c'est comme ça que les gens arrivent donc un peu à colmater les places. Donc, en fait, ça c'est le premier élément. C'est-à-dire le pays ne peut pas se permettre une démocratie à l'occidental. Et plus, mesdames et messieurs, votre démocratie à l'occidental ne nous convient pas. J'ai écrit un petit livre. Excusez-moi, je vais le prendre pour vous le montrer. J'ai écrit un petit livre récemment, comme vous dites que vous ne lisez pas. Donnez-nous d'abord le livre. Le livre, si. Ne voyez pas ça. Le livre là, je montre là comment la démocratie ne nous convient pas et qu'est-ce qu'il y a à le faire. Donc, ce que le président doit faire, au lieu de dire à ses ministres, avec, pas lui qui leur dit de truquer les élections, au lieu de laisser ses ministres truquer les élections parfois dans leur fief, il faut leur dire qu'il faut s'asseoir avec les intellectuels pour qu'on pense un système qui nous convient. Parce que même si on arrivait à avoir une technologie, un niveau de développement de technologie convenable pour organiser l'élection libre et transparente, la rhétorique à l'occidental, ça ne nous conviendrait pas parce que nous avons des réalités culturelles, des réalités tribales, des réalités historiques qui font que on doit arrimer les choix politiques à ces jeux à l'intérieur, en prenant en compte tous les intérêts des communautés. Il y a un ensemble de choses. Donc, dire que vous allez... Alors, si on reste dans cette logique même de démocratie à l'occidental, est-ce que nous avons les outils pour sauvegarder notre souveraineté? Regardez comment les petits influenceurs, par exemple, moi je les appelle les petits brigands là, qui sont dans les réseaux sociaux là. Ils disent qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Quels lanceurs d'alerte? Des menteurs, des tireurs à gages, des tueurs en série, des personnalités. Vous voyez tout ça, les gens ont oublié. Celles qui parlent là, que les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai risqué ma mort. Ils m'ont calomnié pendant des mois et des mois. J'étais en clandestinité. Que Abou Oubli m'a donné 10 millions. Alors que j'étais pas simplement sur le terrain. J'ai fait une enquête. J'ai causé avec mes frères et Wondo, qui étaient sur le terrain. Là, on l'a arrêté à Martinez. Ils m'ont donné des éléments. Que voici que mon frère, la réalité c'est ceci. J'avais donc ces éléments. Vous avez répondu à Willy Mungue tout à l'heure. Oui, j'ai dit les réseaux sociaux, c'est... Ils disent aussi qu'on a donné 1 milliard au ministre d'État Bello. Ils le disent. Ouais, sans aucune preuve. Là maintenant, ils ont dit que... Ils disent la même chose de Cabral Libye. Voilà. Ils disent la même chose de... Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez gouverner le pays en vous basant sur cette désinformation-là. C'est là où je vais arriver à cette affaire dont parlait mon frère. Représentant de l'UNDP. Vous savez que c'est vers votre candidat qui partait déjà. Je me suis arrêté par je me suis arrêté rendu compte que si je pars là-bas, il faut renforcer la position gouvernementale parce qu'au moins là, on me fait bloc. Parce que Bello ne peut pas me permettre. Parce que là, c'est bien qu'il se met au service de ma pensée. Je ne croyais pas que je suis parti de l'aider. Non, il va, il ne tente même pas de perdre l'élection, de raconter que est transparent, machin, et que le conseil constitutionnel. Attends, Clément là. Oublie même, il n'y a qu'un seul nom qui doit sortir de la bouche, c'est le nom de Paul Biya. Fâchez-vous, c'est votre problème. Donc vous devez vous mettre au service de la campagne. Alors, non, écoutez, vous jouez là, vous savez pas comment. Je vous dis, hein. Vous êtes en train de blaguer en campagne. Non, vous devez pas cher. Les gars qui passent tout le temps à insulter les gens, vous voulez prendre ce pays, conquérir le pouvoir, par l'insulte, par le dénigrement. Pas la calomnie, le mensonge, la délation, la manipulation, l'immoralité, comme votre bon diable qui a passé 20 combien d'années dans l'immoralité absolue, ça ne va pas passer au Cameroun. Deuxième chose, vous êtes dans une logique de vengeance.
on a enlevé votre candidat, maintenant vous mettez tout l'appareil parce que vous voulez... Non, on n'est pas naïf, monsieur Zé. On n'est pas naïf. Ils ne vont pas passer. D'ailleurs, pour passer de Yaoundé, de Garoua, il y a là le bon diable à Garoua, non. Il va passer par Obala. Il va passer par la gare. Il va passer. Il va passer par Garaboulaye aussi. Oui. Donc, vous jouez. Non, ils se croient qu'ils sont les premiers à menacer les gens. À torturer. Franchement, attends la Clément. Qui raconte la maison, on va entendre notre nom que c'est le bien. Là, c'est le soutien de Renobia qui parle. Je prends rapidement le partenaire qui est là. Il y a un morceau choisi que Maître Eyouk viendra trouver tout à l'heure. C'est une mise au point sur les propos trompeurs. Monsieur Maître Paul Roger Eyouk, je me permets de réagir fermement à vos déclarations faites ce jour sur Info TV dans le cadre des débats relatifs aux élections de 2025. Vous avez laissé entendre que certaines vidéos diffusées en direct et montrant des situations vécues par les populations seraient des productions de l'intelligence artificielle, qualifiant ainsi ces preuves visuelles de mensonges. Je tiens à souligner que ces images sont bien des captures des réalités filmées et diffusées en direct sans aucune manipulation. Les faits sont têtus et les Camerounais vivent au quotidien ces situations. Si, comme vous l'affirmez, ces preuves sont fausses, alors qu'il soit clair que tous, vous qui semblez douter de l'authenticité de la vie réelle, vous avez vous-même reçu le pain et la sardine. Voilà, toujours là, vous semblez défendre. Si oui, montrer de façon transparente et sincère de votre Monsieur, c'est vous, c'est pourquoi. Il faut pas relayer des bêtises comme ça. D'accord. Pourquoi on respecte les gens? L'avantage, on ne peut pas discuter avec les gens. Il n'y a pas de contradiction chez nous. Monsieur, l'avantage. Il faut savoir que vous-même, vous encouragez cette bêtise. C'est bon. L'avantage, c'est que Maître, c'est un avocat. Il sait, devant la barre, comment on traite une image. Quelle est la crédibilité, l'authenticité? Comment fait-on devant une juridiction pour